Effectivement, je parlais de la greffe et de la problématique. Alors, bien entendu, il y a un grand nombre des problématiques de la greffe qui sont communes avec les reins natifs, mais il y a aussi des spécificités. C'est sur ces spécificités que je vais insister un petit peu. D'abord, pour clarifier les choses, lorsqu'on parle de CHU au décours d'une transplantation rénale, on se distingue deux grands types de manifestations de type CHU. Les récidives d'un CHU préexistant et notamment qui a été incriminé dans la cause de l'insuffisance rénale terminale, et c'est donc la problématique de la récidive du CHU atypique, et puis le CHU qu'on dit de novo qui survient alors que la cause de l'insuffisance rénale terminale n'est pas le CHU atypique, et là où il y a une intrication peut-être encore un peu plus complexe entre des facteurs environnementaux, des médicaments en particulier, et puis une susceptibilité génétique. Donc là, on s'intéresse, et aujourd'hui on ne parle, que les choses soient claires, uniquement de la récidive d'un CHU atypique. Cette récidive, elle est élevée dans le CHU atypique à la grande différence du CHU typique. Et ça, c'est une des grandes particularités du CHU atypique, c'est qu'il y a, du fait de cette susceptibilité génétique, une propension à avoir une récidive au décours de la greffe. Alors, pourquoi ça récidive au décours de la greffe? On a déjà commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. C'est que, vous l'avez vu, outre ce terrain génétique qui est propice à la maladie parce qu'il y a une dérégulation de la voie du complément, il y a un événement initial qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire un facteur déclenchant. Et ces facteurs déclenchants, ils sont particulièrement fréquents au décours de la transplantation rénale. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de virus qui peuvent se réactiver à la faveur du traitement immunosuppresseur. Le cytomégalovirus en est un, mais il y en a d'autres. Aussi parce que le rein, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été prélevé à manquer d'oxygène, donc il a constitué des petites lésions sur le lit vasculaire qui typiquement font le terrain privilégié pour récidiver la maladie. Il y a également une toxicité des drogues immunosuppressives. Vous voyez ici des glomérules de rats qui donc sont en microscopie à balayage, et vous voyez cette petite artère qui alimente le glomérule, qui est cette unité fonctionnelle qui fait l'urine à partir du sang. Et vous voyez que lorsque le rat est exposé à un traitement immunosuppresseur type cyclosporine, qui est un immunosuppresseur extrêmement banal, vous voyez le spasme complet de cette artère qui alimente le glomérule, et ça vous montre à quel point ces médicaments sont toxiques pour les petits vaisseaux, et donc qui ciblent les petits vaisseaux qui sont eux-mêmes à risque de développer le CHU. Donc tous les ingrédients sont réunis pour récidiver tôt et fortement. Alors, si on s'intéresse à ce que ça représente, dans quelle mesure ça impacte sur la survie du greffon, et ben vous voyez que c'est malheureusement quelque chose de dramatique, puisque si on compare, et ça c'est une étude qui a été faite par Mogli Lequintrec avec Véronique Frémobaki, sur une cohorte adulte française de 57 patients qui ont reçu 71 greffons. Si vous regardez la survie des greffons ici, en pointillé et en ligne pleine, de ceux qui n'ont pas fait de récidive comparé à ceux qui ont fait une récidive, vous voyez très clairement que la récidive impacte très négativement la survie du greffon, et que la survie du greffon n'est pas supérieure à 30% à 5 ans post-transplantation, 60 mois. Donc c'est pas bon. Il est donc absolument crucial de savoir quels sont les facteurs qui prédisposent à cette récidive, et dans ces analyses qui ont été faites, il semblerait qu'avoir une mutation, donc avoir une anomalie génétique clairement identifiée, soit un facteur de risque, ou qu'avoir un C3 bas, c'est-à-dire le témoin d'une activation continue du complément. Alors là encore, c'est un distinguo qui a été abordé ce matin, mais c'est tellement important qu'il faut le redire. Aujourd'hui, l'enjeu, quand on sait la gravité de ces récidives, c'est d'essayer de l'apprécier, d'apprécier le risque avant la greffe, et que schématiquement, on fait une grande différence entre ces facteurs qui sont circulants, donc qui sont, on l'a dit ce matin, faits par le foie, ils sont produits par le foie, donc ils sont l'apanage du receveur. Une caractéristique, c'est des facteurs qui sont circulants dans le sang et qui, lorsqu'on apporte un greffon, un nouveau rein, n'ont aucune raison d'être modifiés. Et donc on comprend assez facilement que dans cette configuration, le risque de récidive, il est très élevé, car il est vraiment l'apanage du receveur et de son foie. A contrario, si maintenant vous venez avec un greffon qui porte une protéine membranaire, comme c'est MCP, que vous avez entendu également ce matin, qui elle n'est pas mutée, et que chez le receveur la protéine mutée est MCP, là vous apportez un organe qui ne porte pas la mutation, et ça ne pose plus de problème, et donc de façon attendue, le risque de récidive est beaucoup plus faible. Donc là c'est une première évaluation qui est bien connue, et vous voyez que Mogli Lequintrec a affiné ça de façon extrêmement précise à partir de cette cohorte adulte, montrant, alors on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas beaucoup ça complique un petit peu les choses, mais vous voyez quand même que ce profil des profils très différents. Il y a ceux qui ont un risque très faible de récidive, et c'est essentiellement à partir d'informations génétiques qu'on l'appréhende.
ils n'ont ni mutation ni polymorphisme, et que vous voyez que parmi ceux-là, il n'y en a pas plus de 25-30% qui vont avoir une récidive. C'est déjà quand même quelque chose, c'est pas négligeable, mais c'est pas nul. Un risque intermédiaire, 50% vont avoir une récidive, et puis il y a ceux qui vont avoir une récidive dans plus de 80% des cas, c'est-à-dire les mutations du facteur H, les mutations avec gain de fonction du facteur B et de C3, et ça, bien entendu, on comprend que ce sous-groupe de patients-là devra faire l'objet d'une attention toute particulière et peut-être d'une stratégie un petit peu à part. Alors ça, c'est aussi pour faire écho à la présentation de Véronique ce matin qui vous a montré comment se composait le gène du facteur H. Je ne vais pas revenir sur toutes ces choses très complexes, mais c'est pour vous montrer comment on peut aller encore plus loin dans l'appréciation du risque, puisque ce qu'a montré là encore une fois Mogli Le Quintrec, c'est que lorsque la mutation siège dans cette partie-là du gène, le risque de récidive est majeur, 93%, alors qu'au contraire, lorsque la mutation siège dans l'autre partie du gène, la récidive est beaucoup plus faible. Donc vous voyez qu'avec aujourd'hui, en collaboration avec un laboratoire de génétique performant comme celui de Véronique, on est capable d'avoir une appréciation du risque de récidive qui est très précise. Quel traitement? Quel traitement? On l'a dit, la plasmathérapie, les échanges plasmatiques, les infusions de plasma ont longtemps été le gold standard, le traitement de référence. Au demeurant, le degré de preuve que ce traitement apporte un réel bénéfice, en particulier en post-transplantation rénale, est quelque chose qui fait défaut dans la littérature médicale. Et donc, Mogli Le Quintrec, là encore, dans cette étude, a essayé d'apprécier, de trouver une réponse à cette question, et a comparé quelle était la survie du greffon des patients qui ont reçu une plasmathérapie pour une récidive avérée du CHU sur leur greffon par rapport à ceux qui n'en ont pas reçu. Et ce qui apparaît, ce qui est assez édifiant, c'est que très clairement, ceux qui ont reçu une plasmathérapie n'ont pas de bénéfice en termes de survie rénale à 5 ans post-récidive. Ça ne veut pas dire que le plasma ne marche jamais. On a tous en tête des exemples de succès, d'arriver à mettre en rémission une récidive post-transplantation avec le plasma, mais ça veut simplement dire que cet effet est aléatoire, lié peut-être à la vigueur de la récidive, au fait que les lésions chroniques se constituent très vite parce qu'il y a une multiple agression sur l'organe, et que tout ça montre en tout cas un résultat assez décevant. Et ça appelle à des nouvelles thérapeutiques, à des nouvelles stratégies. Alors avant de parler de l'éculizumab, j'aimerais quand même vous montrer les autres possibilités, les autres recours, et en particulier les premières autres stratégies qui ont apporté un peu d'espoir face à ce paysage qui était vraiment sordide. La première bonne nouvelle a été de mettre en place une plasmathérapie non plus curative une fois que la récidive est survenue, mais prophylactique ou préventive pour prévenir la récidive. Ça, typiquement, si on prend cette fratrie hollandaise qui a été rapportée à plusieurs reprises par un confrère d'Amsterdam qui s'appelle Jean-Claude Davin, c'est 3 sœurs, dont 2 jumelles, qui ont eu des CHU vraiment récidivants, avec récidivants sur les greffons. À L3, elles cumulent un nombre de greffons perdus et d'histoires vraiment très très difficiles et douloureuses. Et très clairement, la première chose qui ont été avant, maintenant il y en a 2 sur 3 je crois qui sont traités par Soliris, mais avant ce switch au Soliris, il y en a 2 qui ont pu être greffés sous plasmathérapie prophylactique et avec un succès. Et ça, donc, ça a été vraiment une première chose importante, c'est que si on entreprend le plasma avec une quantité importante avant même que la récidive survienne, là on prévient la récidive et on donne une chance à cette greffe de réussir. Et puis on a eu d'autres expériences, mais aussi un équerre. Je vais faire mettre un petit coup de zoom sur cette histoire d'une jeune femme qu'on suit, qui est dans la salle, donc elle se reconnaîtra facilement, qui voyait à cette histoire que typiquement des CHU atypiques, puisque quand on fait un petit peu le bilan dans notre service de ceux qui sont candidats à une 4e ou 5e transplantation rénale, on retrouve une surreprésentation des CHU atypiques, parce qu'il y a eu justement ces histoires dramatiques de greffons perdus précocement. Alors, un CHU qui a démarré très jeune dans la vie, et qui s'est manifesté par une récidive sur un premier greffon, je ne sais pas où est la flèche, mais peu importe, si elle est là. Premier greffon perdu, vous voyez, dans un délai très court, hein, vous voyez qu'en quelques mois, le greffon a été perdu. Une deuxième greffe qui s'est bien passée, alors ça c'est un des mystères, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi justement cette deuxième greffe, il y a eu une mi-récidive et une survie de 13 ans du greffon. Une troisième greffe avec une récidive mais tardive, se manifestant essentiellement sur une forme un petit peu chronique, sub-130, et responsable d'une perte de greffon au bout de 11 ans. Et puis une 4e greffe perdue très tôt. Et on sait rétrospectivement, grâce au travail de Marie-Agnès Dragon-Duret et de Véronique, qu'elle avait à ce moment-là un titre fort d'anticorps antifacteur H. Et donc, elle est candidate à une 5e transplantation dans le service, et puis
fort de cette expérience des 4 premières greffes, de cette découverte de l'anticorps antifacteur H qui pour la 5e greffe est extrêmement élevée, on débute une plasmathérapie très agressive, quotidienne initialement, puis espacée progressivement, et vous voyez qu'avec ça, le titre d'anticorps anti-H devient sous le seuil de détection, qui est la petite barre violette ici, et qu'avec ça, la greffe se passe, au moins pour les premières années, extrêmement simplement, avec une fonction rénale magnifique. Donc ça, c'est typiquement, pour nous, ça a été un premier signe très encourageant de se dire, voilà, maintenant on peut faire la greffe dans ces conditions-là. Deuxième option thérapeutique avant l'éculizumab, ça a été la greffe hépatorénale. Vous en avez entendu parler également ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, elle est surtout évoquée et discutée dans des situations de dialyse où il y a de toute façon une indication à une greffe et donc de toute façon une indication à un traitement immunosuppresseur. Donc imaginez un patient avec un CHU atypique en hémodialyse chez qui on prend la décision de concert avec lui, et même très facilement avec aujourd'hui l'éculizumab sous son impulsion parce que ça correspond à un choix de vie, de lui proposer une greffe combinée hépato-rénale avec à la clé la possibilité de guérir non seulement de son insuffisance rénale terminale, mais aussi de son déficit en anomalie du complément, et donc de le guérir définitivement de son CHU atypique. Alors ça, si on remplace le foie et qu'on le met avec un foie qui lui produit un facteur H normal, on aura dans ces cas-là la possibilité d'éviter une récidive. Ça, c'est la théorie. Ça a été d'abord, cette théorie elle a été mise en pratique par un groupe italien, le groupe de Giuseppe Remuzzi, en 2002, il y a quelques années, et ça a été un petit coup de tonnerre parce que très clairement on s'est dit voilà, on va guérir le CHU atypique maintenant puisqu'on apporte un foie qui corrige l'anomalie. Et puis malheureusement, les 2 premiers enfants ont une issue dramatique, tout en permettant d'apporter également une preuve de concept que ça pouvait marcher, parce qu'on a vu que ce foie pouvait repartir, qu'il pouvait sécréter un facteur H non muté, mais malheureusement il y a une récidive sur les transplants hépatiques du CHU, et là je vais faire une petite parenthèse, si bien que ces enfants ont eu une issue fatale par la défaillance du transplant hépatique. Alors ça, c'est quelque chose qui peut déjà un petit peu interpeller, parce qu'on n'a jamais évoqué jusqu'à présent le fait que le foie était une cible du CHU, c'est plutôt le rein, éventuellement les vaisseaux du cerveau. Et pourtant, en situation de transplantation hépatique, justement, le greffon hépatique subit toutes ces agressions environnementales qu'on évoquait tout à l'heure, de stress, et du coup devient lui aussi une cible, et ça vous montre l'importance de cette situation de stress initial en transplantation rénale. Donc toujours utile que ça a bien entendu douché froid beaucoup d'espoir, et qu'il y a eu un petit peu, cette stratégie a été mise un petit peu sur le côté, jusqu'à ce qu'un néphropédiatre new-yorkais relance cette idée, mais cette fois-ci en encadrant cette période périopératoire avec beaucoup de plasma, pour retirer ce facteur muté. Et en faisant ça, il a montré qu'il était tout à fait possible de réaliser, d'avoir même un succès de cette transplantation combinée et de guérir définitivement le CHU chez un certain nombre d'enfants. Alors, depuis, il y a eu d'autres expériences un peu partout dans le monde. Madame Laura, qui tient avec beaucoup de rigueur un suivi extrêmement précis de tous les cas, m'a appris qu'il y avait aujourd'hui 14 patients qui ont bénéficié avec ce nouveau protocole d'une transplantation combinée hépato-rénale, que 12 ont été un succès, 2 un échec. Les échecs, ça n'est pas une récidive du CHU sur le greffon hépatique comme précédemment, mais c'est des problèmes chirurgicaux, ce qui nous rappelle que c'est une chirurgie qui est difficile et qui est bien entendu soumise à un risque d'échec de la procédure chirurgicale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment, avec l'arrivée de l'éculizumab, peser extrêmement, avec beaucoup de précaution, les indications de cette stratégie-là. Alors, l'éculizumab, donc je reviens rapidement sur cette cascade du complément. Donc vous savez qu'avec la formation de cette activation du complément sur les cellules endothéliales, qui va cliver le C5 et qui va former donc ce complexe qui tue la cellule endothéliale et qui vient former ce petit caillot. Donc ça c'est le cœur de la physiopathologie du CHU atypique. Si maintenant on vient bloquer cette étape-là, c'est-à-dire que là on a toujours la formation du C3b sur la paroi des petits vaisseaux, sur l'endothélium. Cette C3 donc, convertase va toujours alimenter la formation de C3 et de C5 convertase qui vient se former toujours sur la paroi des petits vaisseaux, mais cette fois-ci vous avez un anticorps qui est un médicament qui vient bloquer le C5 et qui empêche du coup le C5 d'être clivé à son tour et de venir abîmer cette cellule endothéliale. Donc là on est typiquement dans le cœur de la physiopathologie.
Alors si on prend notre première expérience, nous, à Necker, on peut comprendre aujourd'hui à quel point elle a été un petit peu motrice dans notre enthousiasme. Là encore, c'est une jeune femme qui est dans l'assistance, donc je suis très content de montrer que cette expérience a traversé le monde parce qu'elle est extrêmement positive et qu'elle demande à être montrée. Vous voyez que c'est une jeune femme qui a débuté un chute très tôt dans la vie, encore vers 2-3 ans, qui a une récidive précoce sur un premier greffon, du coup qui a conduit à la perte de ce greffon, 17 ans d'hémodialyse avant d'être hospitalisée dans le service, admise dans le service pour une deuxième transplantation rénale. Alors c'est un week-end, et puis même dans un hôpital parisien qui a des ambitions d'être parmi les bons hôpitaux, on n'a pas toujours la possibilité de faire des échanges plasmatiques le week-end, et du coup on a commencé par des infusions de plasma pendant le samedi, le dimanche, le lundi le temps de mettre en place les échanges, premier échange le mardi, et vous voyez que malgré ça, les plaquettes se cassent la figure, la créatinine qui commence à baisser commence à remonter, donc bien entendu, petit stress, agitation, on sollicite les laboratoires Alexion pour avoir à titre compassionnel le médicament, et là, comme un coup de baguette magique, les plaquettes remontent et la créatinine baisse de plus de 600 micromoles à moins de 60 micromoles, à 60 micromoles en moins de 10 jours, ce qui est quand même quelque chose qu'on voit assez exceptionnellement en transplantation. Donc, grande satisfaction, vous voyez que le résultat est maintenu dans le temps et que ça nous a encouragé à explorer l'intérêt de ce médicament. Alors, les histoires, on a maintenant repris un peu l'expérience française, adulte et pédiatrique, en post-transplantation rénale, et vous voyez que 13 personnes, si on les couple à ceux de la littérature, ont reçu ce médicament pour une récidive post-transplantation rénale, que la plupart avaient des mutations, des anomalies génétiques, que à eux, 9 d'entre eux avaient perdu 17 greffons à eux 9, donc c'était vraiment un groupe à très haut risque et qui avait déjà beaucoup récidivé, et que pour la plupart, l'éclusumab a été introduit dans un contexte d'échec du plasma, c'est-à-dire de résistance au plasma, hein, qui explique un petit peu ce mauvais résultat sur la fonction. Le traitement avait été administré de façon assez tardive malgré tout, puisqu'en médiane, c'était 1 mois après le début de la récidive, et que si on regarde les résultats, ils sont malgré tout très encourageants, puisque 100% des patients ont une réponse hématologique, c'est-à-dire qu'ils ont normalisé tous les petits indicateurs de plaquettes, de globules rouges qui signent l'activité de la maladie, et que la créatinine a baissé très significativement de 295 à 135. Donc un résultat encourageant, mais on essaie de comprendre pourquoi tout le monde n'améliorait pas sa fonction rénale, comme la jeune femme que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qui ressort très clairement, c'est que c'est la précocité du traitement qui détermine la qualité de la réponse et de la récupération de la fonction rénale. Vous voyez en rouge ceux qui ont reçu le traitement au cours du premier mois après la récidive. La récupération, elle est ad integrum pour la totalité des patients. Lorsqu'ils reçoivent le traitement après 1 mois après la récidive, à ce moment-là, la récupération, elle est partielle et elle n'est pas constante. Bon, enfin,